L'actualité à la une ce soir, les hommages de Ban Ki-moon au peuple burkinabé. Le secrétaire général des Nations Unies salue le courage d'un peuple dont le pays revient de loin. Il dit être engagé à soutenir les efforts de développement après plusieurs échanges et visites. Vous le verrez dans cette édition. Le gouvernement explique ses mesures à la presse. 4 membres amenés par le porte-parole ont abordé plusieurs questions d'actualité. Les mesures sociales, le genre, l'emploi et bien sûr la justice étaient au centre des questions des journalistes. C'est la période de la chasse sur toute l'étendue du territoire. Il y a cependant des règles à respecter. Plusieurs animaux sont sous protection et demandent à être connus. Plus d'1 milliard de francs est attendu au cours de cette campagne lancée le 29 janvier dernier. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision de Burkina. Le secrétaire général des Nations Unies salue le courage du peuple burkinabé. Arrivé pour la 3e fois au Burkina, le diplomate onusien l'a dit au président Roch Marc Christian Kaboré au cours d'une audience ce matin. Les changements climatiques, les défis sécuritaires ont été au menu des échanges. Alidou Badini, Jérémy Koulibaly. Le Burkina Faso revient de loin. Le propos est du secrétaire général des Nations Unies reçu par le président Roch Kaboré. L'enjeu pour le pays, c'est d'assurer un développement durable avec à la clé une prospérité partagée pour tous les Burkinabés. Pour réaliser cette ambition, le Burkina peut compter sur les Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies est fière de son partenariat avec le Burkina Faso et le système des Nations Unies soutiendront le plan national de développement que le gouvernement va présenter dans quelques semaines. Les défis sécuritaires et la riposte apportée dans le cadre du G5 Sahel n'ont pas été passés sous silence. Nous avons également non seulement reçu en tout cas la volonté de nous appuyer au plan en tout cas technicien dont dispose l'ONU pour améliorer notre vision de la lutte contre le terrorisme. La riposte au terrorisme doit être globale et menée dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le président et moi pensons tous deux que tout en s'attaquant aux problèmes de sécurité, les pays du Sahel doivent se concentrer sur les causes profondes de l'instabilité, la pauvreté, le chômage, l'exclusion sociale, la discrimination et l'impunité. La problématique des changements climatiques et celle de l'action humanitaire étaient également au menu des discussions entre Roch Kaboré et Ban Ki-moon. Venir, dit-il, pour saluer l'exemplarité du processus démocratique burkinabé. Le secrétaire général de l'ONU a saisi l'occasion pour inviter le président du Faso à un sommet dédié à l'action humanitaire et prévu courant mai 2016 à Istanbul en Turquie. Après qu'Ossiam Ban Ki-moon s'est rendu à la primature à l'Assemblée nationale, il est allé dire que l'ONU va renforcer son soutien aux missions de maintien de la paix. Roger Kam, Ruth Biniwatara. L'ONU contribue à remettre le Burkina Faso en selle sur l'échiquier international à travers la visite de son secrétaire général. Chez le président de l'Assemblée nationale, Ban Ki-moon a affirmé le soutien de son organisation dans la lutte contre les changements climatiques, notamment la désertification. L'ONU contribuera également à résoudre les questions de malnutrition chez l'enfant. Dans le contexte sécuritaire actuel, le Burkina Faso devrait bénéficier du soutien de l'ONU dans le domaine militaire à travers le renforcement des troupes sur les terrains du maintien de la paix sous-régionale et dans la lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso contribue pour environ 3% de ses troupes de maintien de la paix. Et nous avons sollicité auprès du secrétaire général de l'ONU le renforcement de ces troupes pour stabiliser la sous-région ouest-africaine et renforcer la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, nous avons mis l'accent sur l'intervention de l'ONU en faveur des couches défavorisées que sont les femmes et les enfants. Mais le sujet qui a été évoqué, c'est effectivement les changements climatiques. Et au Burkina Faso,
Nous, notre préoccupation en la matière reste la désertification. Nous perdons beaucoup de terres arables. Les terres agricoles se dégradent de jour en jour. Et nous allons participer à tous les efforts de l'ONU pour réduire les émissions à effet de serre. Avant sa visite chez le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Ban Ki-moon a été reçu par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Ban Ki-moon a par la suite visité des infrastructures sanitaires. Il a encouragé le personnel soignant et les malades. Il a dit que sa structure s'engage auprès du Burkina pour vaincre la malnutrition. Salif Belem, Yolande Lompo. Scène inédite accompagnée de quelques mots. De quoi réconforter les enfants malnutris du centre de récupération et de rééducation nutritionnelle de Chifra, des pensionnaires qui ne cachent pas leur joie. Cette visite de Ban Ki-moon marque la détermination de l'ONU à soutenir les enfants malnutris. Nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë qui bénéficient d'un traitement a triplé. Il est passé de 40 000 en 2011 à 120 000 l'an dernier. À Chifra, le CREN a une capacité de 36 lits et la prise en charge de ces enfants est totalement gratuite. Le second lieu visité par le secrétaire général de l'ONU a été cette structure sanitaire de Saint-Camille. Dans ce centre tenu par des religieux caméliens depuis 1988, 1382 personnes vivent avec le VIH-Sida. La structure rencontre des difficultés de suivi biologique dues à l'arrêt des financements pour la phytothérapie et la non-disponibilité des tests de résistance. Avant de livrer son message, Ban Ki-moon a visité les services abritant les personnes vivant avec le VIH-Sida. Vous ne verrez pas ces images car nous n'avons pas été autorisés à filmer. Le Burkina Faso a encore un long chemin à accomplir pour se débarrasser du sida d'ici à l'an 2030. Au rythme actuel, il n'atteindra pas les objectifs arrêtés pour les 5 prochaines années. Et les chefs d'État se réuniront à New York le 16 juin 2016 afin d'adopter une stratégie mondiale pour vaincre cette pandémie. La nuit dernière, le secrétaire général des Nations Unies avait eu un échange de toasts avec le président du Faso. Le Burkina revient de loin, a-t-il dit au cours de cette soirée. Il a promis son soutien au peuple burkinabé. Jean Zongo, Ramatouzida. Un dîner pour saluer la venue de Ban Ki-moon au Burkina Faso. C'est une occasion pour le président du Faso de rendre un hommage au secrétaire général de l'ONU. Selon Roch Marc Christian Kaboré, les efforts déployés par son institution ont permis de ramener le Burkina sur la voie de la démocratie. Le vaillant peuple burkinabé, par ma voix, renouvelle sa reconnaissance à l'Organisation des Nations Unies pour le rôle qu'elle a joué et qu'elle continue de jouer aux côtés du gouvernement burkinabé, notamment lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, du coup d'État du 16 septembre 2015 et des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Et Ban Ki-moon de traduire encore son admiration pour le courage et le dynamisme qu'a fait montre le peuple burkinabé face à cette étape de son histoire. Son institution est toujours disposée à accompagner le Burkina dans la consolidation de cette démocratie. J'ai conscience que le Burkina Faso revient de loin, ayant traversé tellement d'épreuves depuis l'insurrection d'octobre 2014, le coup d'État de septembre 2015 et les attentats meurtrières du 15 janvier dernier. Je suis ici pour vous assurer de l'engagement des Nations Unies à vos côtés. Ban Ki-moon est à quelques mois de la fin de son mandat. Pour le président du Faso, son passage à la tête de l'ONU est une réussite au regard du succès engrangé dans les nombreux dossiers qu'il a portés.
En plus des Nations Unies, le Burkina peut compter sur les institutions financières comme la Banque Atlantique, mais aussi sur les élus des pays voisins. Ces deux délégations ont rencontré le président Roch-Marc Christian Kaboré aujourd'hui. Après eux, le président du Faso a parlé avec une délégation du MNLA, Mokhtar Ouedraogo, Lazare Kouya, Tanga Kafando. Le président Roch-Marc Christian Kaboré et la délégation du groupe Banque Atlantique ont fait un tour d'horizon de l'environnement économique international et régional, la situation économique au Burkina et les perspectives liées à la mise en œuvre du programme quinquennal du président et de son gouvernement. Et nous lui avons indiqué en fait nos différents projets, je veux dire concernant en fait le renforcement de l'inclusion financière, la promotion de la bancarisation et également l'ouverture que le groupe A d'être un acteur financier de référence en fait dans la zone, avec l'ouverture vers le secteur des assurances, le secteur de la microfinance au cours des prochaines années. Après les banquiers, place aux parlementaires. Accompagnés par Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina, les représentants des parlements des pays voisins sont venus exprimer au président du Faso leur amitié avec le peuple burkinabé. Nous aimons le Burkina, nous sommes venus présenter au Burkinabé que nous aimons le Burkina et nous accompagnons le Burkina dans sa longue lutte contre le sous-développement. Et dans la soirée, c'est une délégation du MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui est reçue par le chef de l'État. Avec à sa tête le président du mouvement, Bilal Acherif, la délégation est venue parler des relations entre le MNLA et le Burkina et présenter ses condoléances au peuple burkinabé suite aux attaques terroristes du 15 janvier dernier. La question du Nord-Mali et l'accord de paix entre le mouvement et le gouvernement malien étaient également au centre des échanges. L'actualité ce soir, 4 ministres étaient face à la presse cet après-midi. La grève des magistrats le 8 mars et naturellement les récentes mesures du programme présidentiel étaient au centre des échanges. C'est le grand retour du point de presse du gouvernement. Daouda Ouattara, Ramatouzida. L'innovation majeure à la célébration du 8 mars cette année au Burkina est le port du Faso d'Anfani. C'est le premier point abordé à ce point de presse. Autre sujet à l'ordre du jour, le dialogue social et la nouvelle loi relative au statut général de la fonction publique. Avec cette loi, finit la distinction entre fonctionnaires et contractuels de l'État. Tous sont désormais logés à la même enseigne. La grève des magistrats n'a pas été occultée. Le ministre René Bagoro reconnaît la légitimité des revendications, mais estime que le moment n'est pas opportun. Sur la question des mesures prises en Conseil des ministres dans les secteurs prioritaires, le porte-parole du gouvernement a apporté des précisions. La question des Korloego a été abordée au cours de cette rencontre. À ce sujet, le ministre de la Communication a laissé entendre que des réflexions sont en cours pour recadrer les actions des Korloego afin d'éviter d'éventuelles dérives. Et puisqu'il a été question du 8 mars, en prélude justement à la célébration, les femmes s'attaquent à l'entrepreneuriat agricole. Le thème a été abordé aujourd'hui au cours d'un panel qui a réuni plusieurs spécialistes des questions de la femme et du genre. Il s'agissait de trouver des solutions pour que l'autre moitié du ciel puisse participer au développement du pays. Ibrahim Sombier, Marguerite Douagneau. La célébration de la Journée internationale de la femme est une opportunité pour la femme burkinabé de s'accorder un moment de réflexion sur sa situation socio-économique. Réfléchir sur la participation de l'autre moitié du ciel au développement du pays et à l'amélioration du mieux-être des populations, c'est tout le propos de la thématique au cœur de la commémoration du 8 mars 2016 au Burkina Faso. Un thème qui interpelle sur l'entrepreneuriat agricole des femmes, ses obstacles, ses défis et ses perspectives. Le choix du thème se justifie par le fait que nous avons, et les statistiques le démontrent, une proportion très élevée de femmes qui sont dans le domaine agricole. Et donc nous savons comment ces braves femmes, par leurs moyens modestes et dans des conditions pas souvent faciles, arrivent à se battre pour pouvoir se prendre en charge de leur famille. Et on s'est dit qu'il était important quand même qu'on lui jette en face un clin d'œil à ce secteur. Le panel qui fera aussi le bilan des recommandations de la dernière édition de la Journée internationale de la femme au Burkina va également ouvrir le débat sur des problématiques telles l'accès des femmes aux facteurs de production, au marché, à l'eau potable et à l'aménagement.
Une place de choix sera réservée aux femmes à la nouvelle bourse du travail de Ouagadougou inaugurée ce matin. C'est un bâtiment R+3 qui a coûté 1,2 milliard de francs CFA au budget de l'État. Syndicats et gouvernements se réjouissent tous de la construction d'un bâtiment qui permettra à tous les syndicats de planifier leurs activités. Amadou Ilboudo, Aboubakar Sagnon. D'ici seront désormais pilotées les luttes pour les libertés et pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. La nouvelle bourse du travail est un bâtiment R+3 entièrement financé par l'État à hauteur de 1,297 milliard de francs CFA. Il comprend 16 bureaux, 5 salles de réunion, 2 bibliothèques, 26 chambres, un cafétéria et 3 boutiques. Sa réalisation traduit la volonté du gouvernement d'offrir aux syndicats un cadre de travail idéal. La réalisation de cette bourse du travail, de cette rénovation de la bourse du travail de Ouagadougou participait d'une volonté de contribuer à renforcer l'action des syndicats, en ce sens que les syndicats représentent le monde du travail et représentent également une partie, j'allais dire, de la société civile et de l'opinion nationale. Les syndicats sont donc des acteurs aussi du développement de ce pays et comme nous l'avons d'ailleurs constaté, dans l'histoire de notre pays, les syndicats ont toujours joué un rôle déterminant. Le gouvernement donc a voulu contribuer un tant soit peu au fonctionnement optimal de ces structures-là et à leur donner les moyens nécessaires de pouvoir donc participer à l'œuvre d'édification nationale. Les syndicats se réjouissent de la réalisation de ce projet qui figurait sur les plateformes revendicatives depuis 2006. Ce bâtiment de la bourse du travail de Ouagadougou constitue une fierté pour les travailleuses et travailleurs. Un cadre de travail moderne qui devra permettre aux syndicats de mieux fonctionner, d'être plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission. En attendant la répartition des bureaux en cours, j'ai pu déjà vous annoncer qu'une salle sera dédiée exclusivement aux femmes pour leur activité et une salle destinée à des expositions sera baptisée salle des résistances historiques. Les centrales syndicales souhaitent l'accompagnement de l'État pour l'équipement de l'édifice. Ils demandent surtout la rénovation de la bourse du travail de Bobo-Dioulasso et la construction des bourses du travail dans les 11 autres régions du Burkina Faso. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Ouagadougou, cet immeuble est situé côté sud de la mairie centrale. Dans cet hôtel de ville se tient une formation des policiers et personnels financiers, la gestion des finances, le commandement. Voici les modules dispensés grâce au soutien de la mairie de Bordeaux. Amadou Ilboudo, Aruna Mari. Personnels financiers et policiers municipaux de la ville de Ouagadougou vont améliorer ici leurs capacités professionnelles à travers cette session de formation. À l'endroit de la police municipale, la formation va s'articuler sur les thèmes relatifs au management des ressources humaines, la gestion de la police municipale, le commandement et la gestion axée sur les résultats. Le personnel financier verra ses capacités renforcées sur le budget programme, le budget participatif, l'analyse et la gestion financière. C'est un appui technique et financier de la mairie de Bordeaux en France à la ville de Ouagadougou. Nous considérons à Bordeaux que le capital humain est un élément essentiel du développement et de la croissance de nos villes africaines. C'est la raison pour laquelle Bordeaux a été inscrit dans son agenda prioritaire la formation dans les villes avec lesquelles nous sommes partenaires. Depuis 2005, Bordeaux et Ouagadougou entretiennent une relation de coopération décentralisée. Et cette session de formation est l'un des axes de cette coopération. Ce qui n'avance pas recule. Il faut qu'on avance et il faut qu'on se forme. Et comme l'a dit quelqu'un, lorsque la termitière vit, qu'elle ajoute la terre à la terre. C'est dans ce sens-là donc qu'il faut comprendre cet atelier, ce séminaire de formation. Durant 3 jours, ces agents locaux vont donc s'approprier les outils devant servir à terme à une meilleure offre de services aux citadins pour une ville plus sûre.
En formation aussi, le projet d'appui à la diversité agricole apprend auprès du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales. La délégation venue du Bénin a visité les réalisations à Bama, Orodara et Bobo Dioulasso pour mieux s'enquérir de l'organisation des producteurs burkinabés. Hassan Gourabou, Mireille Carole Tougouma. Une délégation du projet d'appui à la diversification agricole PADA en plein échange dans une pépinière à Mondon, dans la province du Kénitougou. Venue du Bénin, elle est ici pour un partage d'expérience avec le PAFASP, programme d'appui aux filières agro-silvopastorales. C'est une visite qui se situe dans le cadre d'une mission d'échange entre deux projets qui ont les mêmes objectifs. Ces installations de l'usine d'Afani, ces vergers industriels de Fruitec, cette ferme à Bama ou encore le ranch de Koba à Bobo Dioulasso ont tous bénéficié de l'appui du PAFASP. Pour la délégation du PADA, la visite de ces réalisations est une capitalisation d'expérience. Nous avons vu des vergers de manguiers en cours d'installation avec un bon système d'irrigation. L'utilisation de l'énergie solaire, c'est quelque chose qui n'est pas très courant chez nous et que nous pouvons utiliser dans le cadre de la mise en place des packs à bois d'anacadier. Ils ont choisi la stratégie du partenariat public-privé et c'est quelque chose qui nous a impressionnés. Œuvrant tous dans le domaine agro-silvopastoral, le PADA et le PAFASP sont deux projets financés par la Banque mondiale. Investissement qui vise à accroître la compétitivité des filières ciblées sur les marchés nationaux et internationaux. Depuis le 29 janvier, la campagne d'exploitation faunique a été officiellement lancée. Il faut cependant savoir que cette période tant attendue est encadrée et obéit à des règles strictes. Le but est de protéger des ressources fauniques et apporter des recettes au budget de l'État. Nong Bakouda, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'était le 29 janvier dernier au parc urbain Bangrouéougo, le lancement officiel de la campagne de chasse 2015-2016. Amateurs de chasse, à vos fusils, mais avant, une petite mise au point s'impose. Pour chasser, donc, il faut avoir un permis de chasse. Il faut également avoir un permis de port d'armes, ce qui prouve que l'arme t'appartient, avant maintenant de pouvoir chasser. C'est ça, en fait, la réglementation. Et suivre aussi ce qui est prévu par les textes. Donc, il y a des zones indiquées pour la chasse. Il y a également des espèces qui sont indiquées pour la chasse. Donc, pour chasser, il faut respecter toute cette réglementation pour éviter d'être pris pour un braconnier et non un chasseur. Interdit l'usage des pièges ou du poison qui tue sans discernement, car ce qu'il faut savoir également, c'est que certaines espèces comme l'éléphant ou l'hippopotame sont intégralement protégées. Pas question donc de s'imaginer les accrocher à un quelconque tableau de chasse. Pour les autres espèces autorisées à la chasse, il y a au niveau des concessions des quotas. Dans une concession, il y a un certain nombre d'animaux qui sont alloués à être abattus par an. Dans les années juste après la colonisation, les terres coloniaux permettaient l'abattage pour un seul chasseur, 6 buffles, 6 hippopotames, 2 éléphants. Vous voyez donc que l'éléphant était chassé. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On est obligé de gérer. Aujourd'hui, la faune du Burkina Faso est confinée dans les 77 aires protégées du pays, dont 27 ont une vocation faunique. La plupart de ces réserves de faune ont été concédées au privé. Pour chasser, il faut donc y mettre le prix. C'est une question de passion, mais c'est aussi une question de moyens, un choix pleinement assumé. Si vous permettez d'abattre un buffle pour le vendre à 100 000 francs ou à 50 000 francs la viande, alors que par le biais de la chasse, on peut faire venir un chasseur touriste qui peut en tout cas laisser pour l'État plus de 6 millions de francs, je pense qu'on va le mieux d'opter pour cette forme de valorisation, parce que dans tous les cas, les chasseurs qui viennent et qui paient cher pour chasser, ce ne sont pas des chasseurs qui veulent de la viande, ils viennent pour les trophées. Chaque année, la chasse rapporte au Burkina près d'1,5 milliard de francs CFA que se partagent l'État, les concessionnaires et les populations locales.
Elle génère au moins 67 tonnes de viande. Et pour permettre à la RTB de bien chasser les images, un lot de matériel de production, de post-production et de web diffusion lui a été remis ce matin. Le don est de l'ambassade de Chine-Taïwan. Il intervient après le saccage de la télévision de service public les 30 et 31 octobre 2014. Le geste est estimé à 300 millions de francs CFA. Daouda Ouattara, Oumar Zombré. Merci beaucoup. L'ambassadeur de Chine-Taïwan remet symboliquement une caméra de studio au ministre en charge de la communication. Cette caméra fait partie d'un lot de matériel composé de caméras de reportage, de studio, de moniteurs et bien d'autres équipements offerts à la radiodiffusion télévision du Burkina. La télévision nationale a connu, lors des événements des 30 et 31 octobre 2014, un saccage d'une partie de son matériel. Et l'apport de la République de Chine-Taïwan permet donc de rétablir un peu le niveau de production des organes de la radio et de la télé. La répartition est simple, c'est majoritairement du matériel pour la post-production. C'est-à-dire une fois que nous avons nos documentaires, nous allons pouvoir faire un montage professionnel, nous allons pouvoir aller sur le terrain avec des caméras. 500 000 €, soit un peu plus de 300 millions de nos francs, c'est la valeur de ce don, dont un échantillon est exposé ici dans l'enceinte de la radio nationale. Même le montant n'est pas tellement important, mais je crois que pour la RTB, c'est très significatif. Il doit toujours jouer son rôle pour satisfaire les besoins de la population sur les... La réception de ce matériel par le ministre de la Communication marque la fin d'un long processus d'acquisition entamé il y a de cela 15 mois. Direction Cotonou au Bénin où la campagne présidentielle bat son plein. Et pour vous faire vivre cet événement, nous avons une équipe de reportage sur place. Pascal Canet, bonsoir. Bonsoir Simon. Alors, vous êtes arrivé depuis hier dans la capitale économique du Bénin. Dites-nous, quelle ambiance vivez-vous sur place? Oui, Simon, la campagne présidentielle bat effectivement son plein ici au Bénin. Dès la frontière avec le Burkina Faso, le décor change net avec des affiches des candidats placardés un peu partout. De Tanguette, première grande ville du pays à partir du Burkina Faso, cela s'entend. À Cotonou, en passant par Djigou, Natitiangou, les effets visuels de la campagne présidentielle sont remarquables tout au long de la route. Dans ces villes et même dans les petits villages, on remarque des attroupements, des meetings et surtout des caravanes de motos et de véhicules munis de haut-parleurs qui vantent les mérites des différents candidats. En tout cas, c'est tout le Bénin qui est en évolution dans le cadre de cette campagne qui s'achève officiellement ce vendredi à minuit, heure locale de 23h, temps universel. Alors, on sait que le président sortant, Boni Yayi, n'est pas candidat à sa propre succession. On parle de près de 50 candidats qui sont en lice. Pascal Canet, quels sont finalement les enjeux de cette présidentielle? L'enjeu est avant tout national. Il s'agit de préserver les acquis démocratiques de ce pays en lui trouvant un président qui remplacera Thomas Boni Yayi en fin de mandat. Un président sortant qui a d'ailleurs épuisé ses 2 mandats constitutionnels. Donc, les 4 millions de Béninois environ devront donc départager les 33 candidats au fauteuil présidentiel. Mais il faut surtout préciser qu'il y a un enjeu personnel pour le président sortant, Thomas Boni Yayi, qui aimerait bien se faire remplacer par son premier ministre Lionel Senzou, un premier ministre qu'il est allé chercher en France en juin dernier et qui est porté par la coalition Coris pour un Bénin émergent. Naturellement, ses opposants ne l'entendent pas de cette oreille. En premier lieu, Patrice Talon, un milliardaire et meilleur opposant du président Thomas Boni Yayi. Mais il y a aussi d'autres poids lourds de la politique béninoise, dont certains sont bien connus au Burkina Faso. C'est le cas de Abdoulaye Bio-Tchane, ancien président de la Banque ouest-africaine de développement, qui rebelote cette fois-ci contre le dauphin du président. Ils sont au total 33 à Lorient, le fauteuil du président de la République du Bénin, pour cette élection qui se tiendra le dimanche prochain. Pascal Canet, on sait que cette élection, on va dire, a été reportée dans un premier temps, prévue pour le 28 février, finalement reportée au 6 mars, faute à la distribution des cartes. Aujourd'hui, comment les choses se passent sur place?
Bon, effectivement, il y a toujours cette difficulté de distribution des cartes d'électeurs. Vous le savez, voilà, vous l'avez bien dit, l'élection était prévue pour le 28 février, mais elle a dû être reportée parce que la Commission nationale électorale autonome n'avait pas fini de distribuer les cartes d'électeurs. Apparemment, ce problème n'est pas totalement résolu puisque certains acteurs, les opposants notamment, dénoncent un cafouillage général dans la distribution de ces cartes-là. Néanmoins, ils critiquent le processus tout en battant campagne. Bon, ce qui veut dire que l'élection se tiendra véritablement malgré ces difficultés. Merci à vous, Pascal Kané, et toutes les équipes donc envoyées au Bénin. Nous vous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions. Retour au Burkina, la visite du secrétaire général des Nations Unies et la rentrée parlementaire font la une des quotidiens du jour. La revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. Comme annoncé, Ban Ki-moon est effectivement à Ouagadougou selon les journaux du jour. Il a été accueilli par le ministre Alpha Bari aux environs de 15h35 à l'aéroport international de Ouagadougou, affiche le pays. D'après l'observateur Palga, le secrétaire général de l'ONU avait hâte de venir après les élections. Il salue la maturité du peuple et prend le Burkina comme un exemple de démocratie dans les colonnes de notre temps. Pour le soir, les raisons cachées de cette visite sont entre autres les récentes turbulences dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina et le dossier Gibril Bassolé qui n'est pas inconnu pour le SG de l'ONU vu ses différentes missions dans le cadre de la paix dans certaines zones du continent. En tout état de cause, le quotidien voit en lui un avocat pour mobiliser la communauté internationale en faveur du Burkina. Car, dit-il, cette visite est une opportunité unique pour plaider fortement en faveur de notre pays, surtout que c'est une tournée d'au revoir selon Aujourd'hui au Faso. Également à la une des quotidiens du jour, la rentrée parlementaire de la 7e législature. Pour Aujourd'hui au Faso, le la de la première session est donné hier à l'Assemblée nationale. Et c'est parti pour 90 jours de session, précise DNF, en vue d'une gestion transparente des ressources minières et foncières selon le pays, et ce à travers des lois qui retirent la gestion du foncier aux maires, indique notre temps. En outre, précise le soir, les réformes et la promotion du capital humain seront également au menu de cette première session parlementaire de la 7e législature. Et toujours parlant de médias, la justice lève la mesure de suspension du journal L'Événement. Cela fait suite au recours introduit par les responsables du journal auprès du tribunal administratif. C'est une information que l'on peut lire sur la page Facebook du directeur de publication Germain Bitiou Nama. Merci de nous avoir suivis. La dernière édition du journal vous sera présentée à 22h15 par Dramanda Dian. À demain.